Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup! dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Hallihallo, neue Mond, neue Mashup. Es sind die Jana wie immer charmanter Begleitung. Hallo Anna. Hallo. Hello Lorena. Bonjour. Et bienvenue pour notre premier épisode de l'histoire du Minette Mashup en français. Tu nous joins de la part du CNCI. J'excuse Marike qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et c'est en fait grâce à toi qu'on enregistre aujourd'hui notre premier podcast aussi en Belgique. Oui, et pourtant je ne suis pas belge, mais j'ai rencontré Rudolf il y a quelques mois déjà, et puis j'ai découvert le musée 4MH, et j'ai été fascinée par ce musée, par tout le travail qui est effectué. Je trouve ça très touchant. Et on va découvrir tout ça avec Rudolf Noben. Bonjour. Oui, bonjour. Hashtag Minette Mashup si vous voulez nous suivre dans les réseaux sociaux et dites à tous ceux que vous connaissez qu'on trouve l'intégralité des épisodes du Minette Mashup sur presque toutes les plateformes de podcast. Rudolf Noben, tu es le président de l'ASBL qui gère le musée minier métallurgique de Musson à Lancy. C'est un nom long et compliqué, c'est une ASBL je suppose, hein? Oui, c'est une ASBL et le nom vient tout compte fait de la minière et métallurgie d'Alanzy-Musson. Donc en gros 4MH. Nous, au départ, c'était musée, minier, métallurgique Musson, mais avant c'était mine, métallurgie de Musson et Alanzy. Donc c'est un peu l'explication du nom déjà, et on se trouve sur votre site, et c'est déjà la première rubrique de notre podcast. Location for moment. On se trouve au 4MH, au musée minier métallurgique Musson à Lancy. Le bâtiment dans lequel est situé le musée, il est moderne et bien structuré. Rudolf, je suppose qu'il ne date pas des anciens temps où il y avait ici l'usine et les mines. Non, c'est un bâtiment qui a été reconstruit il y a une dizaine d'années et on a mis 10 ans pour ouvrir le musée. Ça fait à peine un an. On va fêter notre première année d'ouverture au mois d'avril. Donc le 14 avril 2023, on a ouvert et on va ouvrir le 5, 6, 7 avril pour une saison où on va ouvrir quand on pourra l'ouvrir. On est ouvert normalement tous les dimanches de 11h à 18h. 17h dernière visite et juillet, août, on est quasi ouvert tout le temps à part le lundi. On a eu une petite visite du musée et de la collection qui est exposée. Elle est énorme. Il y a des milliers d'objets qu'on peut voir ici. Oui, c'est une spécificité du musée. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a fait partie des gens qui allaient dans les anciennes mines qui fermaient à gauche, à droite. Nous n'avions pas vraiment des budgets pour acheter des gros objets, mais on a récupéré tous les petits objets qui pouvaient, du quotidien du minaire qui pouvaient exister. Alors, comme tu as pu le voir, sur 5, 6, 7 sortes de produits à chaque fois. Bon, on a 2-3 lampes de mineurs. Non, on a 500 à 1000 lampes de mineurs. On a du boulonnage, on a de la foration, on a tout vraiment, l'explosif, tout ce qui accompagne le mineur, tout le petit matériel du mineur. Tu dis nous, c'était qui les collectionneurs ? Tout ça est né d'une bande de copains qui se promenaient dans les bois et qui s'est rendu compte qu'il y avait des mines. Et qui a récupéré à l'entrée des mines, du matériel, avec l'autorisation déjà de la commune de Musson à l'époque. Et puis après, on s'est développé dans toutes les mines de la région, qui étaient encore ouvertes ou pas, ou qui étaient en cours de fermeture. Et on a été voir les mineurs. Et effectivement, moi, à l'époque, j'avais 13 ans, 14 ans quand j'ai commencé. Et dans une société où, à un moment ou un autre, les fermetures des mines étaient quand même des mots assez compliqués à digérer pour les gens. Quand tu as un petit jeune qui arrivait et qui te disait moi ça m'intéresse, je veux faire un musée, je veux faire quelque chose, alors on t'accueillait les bras ouverts et tu rentrais dans cette ambiance de mineur. Tout était fait pour te donner un coup de main, quoi. Et pour t'aider un peu pour établir cette collection. Mais à côté de l'espace purement muséologique, vous disposez ici dans vos locaux d'une cafétéria qui
j'ai entendu, est ouverte surtout pendant les grandes vacances d'été tous les jours. Vous disposez d'une salle de réunion, d'une salle de classe. Comment sont utilisés ces différents espaces? Là, on démarre. Ça fait 1 an qu'on est ouvert. Donc, effectivement, il y a aussi bien des conférences qu'il y a des regroupements de voitures, des regroupements de motos. On fait des team building pour les différentes sociétés. Il y a plusieurs sociétés luxembourgeoises qui sont venues. On a le train 1900 qui est venu faire... et ils viennent visiter, ou des groupes d'école. N'importe quel groupe vient visiter le musée et effectivement on peut bénéficier des salles selon les besoins. Quand à un moment ou à un autre, c'est des assemblées générales pour des ASBL, on a une salle qui est prévue pour les assemblées générales. C'est une salle, on l'appelle multi-ASBL. On a une salle juste ici à côté, une toute grande salle, où c'est une salle polyvalente, où on peut faire des expositions, on va faire une brocante dedans, on va faire plein de choses dedans. Et un bâtiment, environ 1000 mètres carrés, arboré comme il est, c'est énormément d'investissement au niveau des bénévoles et on n'a pas réellement eu de subside pour construire le bâtiment, quoi. Parlons de bénévoles. Pour faire fonctionner tout ce musée, vous êtes une équipe de bénévoles, je suppose, majoritairement ou entièrement? Entièrement, 100% bénévole. Il n'y a pas de salariés chez nous, ça n'existe pas. Ça serait bien, mais ça n'existe pas. Mais il y a environ, on va dire, une 50aine de bénévoles qui ont mon âge, une quarantaine, 40-45 ans. Alors le grand problème avec ces gens-là, alors je me compte dedans, c'est qu'on travaille la semaine. Oui. Donc pour faire vivre le musée la semaine, c'est un peu plus compliqué. Par contre, j'ai des retraités, j'ai 4, 5, 6, 7 retraités, et pas assez. Anciens mineurs? Non, ancien mineur. Il faut savoir que la mine a fermé en 76 à Lanzy, 76, 77, le temps de déferrer, etc. Ouais, ancien mineur, il n'en reste plus beaucoup. Il en reste un. Okay. Ouais, il en reste un. Il reste un petit peu de sidérurgique, tout ce qui est sur l'usine, etc. Mais quand vous allez voir les anciens mineurs, il y en a qui veulent bien parler, il y en a qui ne veulent pas parler. Et à 70, 80 ans, 90 ans, c'est bien souvent les gens n'ont plus envie de parler. Mais tu as aussi un groupe de jeunes qui s'investit ici dans le musée avec l'appui, là, quand même aussi de la commune de Musson. Alors oui, la commune de Musson, effectivement, nous donne un super coup de main et essaye de faire tout ce qu'elle peut, même si c'est une petite commune et qu'elle n'a pas énormément de moyens comme les grosses communes aux alentours. Elle fait vraiment son possible pour pouvoir nous donner un coup de main. Donc au départ, on a une équipe de bénévoles d'ados, on les appelle les ados. Bon, maintenant, c'est plus vraiment des ados parce que ça fait déjà 5-6 ans qu'ils sont là, il y en a qui ont 18-19 ans, donc même 20 ans. Mais on vient encore cette année de recruter 5 jeunes ados qui ont 12-13 ans et qui, eux, sont en charge de la visite du musée. Bien souvent, c'est eux qui font la visite du musée. Ils ont d'abord commencé par la visite avec... on est aidé par le parc naturel de Gaume, ici en Belgique, et on vient justement avoir un subside européen. Et ils ont mis en place une promenade train sac à dos. Et là, c'est là que les jeunes qui avaient à l'époque 13 à 17 ans sont mis en œuvre. Et ils ont expliqué, on faisait une balade comptée. Et alors, il y avait 82 postes dans le bois, où alors ils racontaient une histoire. Alors, ils racontaient une histoire réelle, dans les descendries, les usines, les entrées de mines, etc. Mais les anecdotes aussi. On va dire, il y a plein d'anecdotes qui tournent autour, on est près de la frontière, etc. Il y a plein de choses qui se sont passées ici dans le coin. Quand un enfant explique à un adulte, l'adulte se tait et l'adulte écoute. Et c'est très important, pour moi en tout cas, la transmission de l'histoire entre les adultes et les enfants. Et je veux dire, chacun a sa place au musée, donc vous êtes tous les bienvenus à venir comme bénévoles, bien évidemment. Il n'y a pas de mauvais bénévoles, il n'y a que des mauvais présidents. C'est qu'il n'arrive pas à trouver la place qu'il faut à la personne. Mais il y a toujours une place pour quelqu'un. Ta fille Kali, elle fait partie de cette équipe d'ados, de bénévoles. Elle nous a fait la visite de la collection et c'était super. C'était très informatif. On a vraiment eu beaucoup d'informations sur le passé minier de Mousson et je crois que c'est là qu'on se jette un peu dans l'histoire industrielle de cette région de la Lorraine belge. Exactement. Comme tu le disais, Rudolf, on est dans une région frontalière, mais le minerai, lui, n'a pas de frontières. En effet, il s'étend sur une centaine de kilomètres du sud de la Belgique et du Luxembourg jusqu'au sud de Nancy, en Lorraine. Les 2 mines de Musson et de Halanzy sont les 2 seules exploitations de Belgique de la fameuse minette de Lorraine. Ces 2 mines, elles ont été les dernières d'ailleurs à être exploitées en Belgique après 1945.
pour fermer définitivement en 78. Combien il y a de kilomètres de galeries dans les mines de Musson et les mines d'Alanzy ? Ça représente combien de kilomètres de galeries ? Alors ça restait des petites exploitations, on est à 60 km de galeries. Les dernières mines qui ont fermé à Audin-Tige faisaient 600 km de galeries. Donc pour vraiment qu'on s'imagine entre les deux, c'est vraiment... Donc c'est des toutes petites exploitations. Il n'y avait pas qu'une mine au départ, il y avait plusieurs concessions et à la fin, elle a été regroupée par la minière et métallurgie d'Alanzy-Musson. Et c'était la famille Boel qui avait effectivement cette société et qui faisait en même temps la transformation donc dans les deux usines Alanzy et Musson où on transformait simplement chez nous le minerai en fonte et c'était de la fonte de coulage. Oui, justement, ces deux mines ont permis l'ouverture de 3 usines en fait dans le sud de la province de Luxembourg, en Belgique. Donc tout d'abord, c'était l'usine d'Athus qui a été créée en 1872, dont la fermeture un siècle plus tard, le 4 septembre 1977, marquera le déclin de l'industrie sidérurgique dans toute la région. Les 2 autres usines, donc voilà, c'est celle qui nous concerne aujourd'hui, se trouvent à proximité donc des 2 mines. Donc il y avait l'usine d'Alanzy qui a été fondée en 1881, si je ne me trompe pas, et l'usine de Musson fondée quant à elle en 1885. Le musée du coup 4MH, lui, il est d'ailleurs sur l'emplacement de l'une des 2 usines. Laquelle ? Alors, on est bien sur l'emplacement de l'usine de Musson, pas réellement, parce qu'en réalité, les 200 mètres un peu plus loin, et on est à cheval entre l'usine, le crassier, où c'est une réserve naturelle, et la mine qui est juste au-dessus. Ouais. Et les 2 mines de Musson-Alanzy marquent la frontière entre la France et la Belgique. Alors, comment toi et ta famille, la famille Noben, est-elle liée à cette frontière ? Vous avez une histoire très, 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 très forte avec la frontière. Ah, question piège. Effectivement, mes parents tenaient une maison frontière, on appelait ça du côté belge. Et bien souvent, c'était les maisons qui étaient construites au bord de la frontière. Donc on va dire que la limite du terrain de chez mes parents était la France, mais nous, on habitait en Belgique. Et effectivement, c'est des maisons frontières où les gens venaient chercher différents produits moins chers côté belge et ils allaient les chercher en Belgique, mais c'est l'époque où il y avait encore les douaniers, etc. Moi, il y en a encore, mais les douanes étaient beaucoup plus sévères, quoi. C'était pas l'Europe, hein. Alors Rudolf, toi tu as eu la chance de côtoyer les mineurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, à partir de 12-13 ans, tu même plus jeune ? Oui, beaucoup plus jeune. Il faut savoir que j'étais pas un enfant facile, un peu hyperactif, donc je ne tenais pas en place. Et donc mes parents m'envoyaient souvent me promener avec les promeneurs qui venaient au café, donc les anciens mineurs, mais il n'y avait pas que des anciens mineurs, mais il y avait surtout Jeannot Barola. Je me rappelle de son nom assez facilement. Et je veux dire, assez vite, il m'a expliqué que... il y avait des mines, et puis j'avais 2-3 petits souvenirs. Quand j'étais beaucoup plus jeune, la mine française était encore fermée, et à chaque fois qu'ils tiraient des coups de mine, donc, et qu'ils exploitaient, alors pas en dessous de la maison, parce qu'évidemment ils n'exploitaient pas en dessous de la maison, mais un petit peu plus loin, le sol tremblait, quoi. Et systématiquement, on avait, donc c'était un café-magasin, et on avait les rangées de verre qui glissaient tout doucement chaque jour. Et fin de semaine, il fallait vite aller les repousser pour éviter qu'ils tombent. Donc ça faisait partie du travail de la semaine, d'aller ranger les verres parce qu'ils avaient tiré la mine. Donc c'était assez... c'est l'époque, 10-12 ans, Indiana Jones, on descend, on va dans les wagonnets, etc. Donc ça nous a vite intrigués, quoi. Donc il fallait qu'on aille voir ce qui se passait là-haut, quoi. Donc comme on le disait tout à l'heure, les anciens mineurs, les anciens ouvriers sont de moins en moins nombreux, malheureusement. Donc récolter leurs témoignages est essentiel, comme tu nous l'expliquais, et notamment pour que les jeunes puissent comprendre l'histoire de leur famille, l'histoire de leur territoire. Et donc c'est ce que tu fais, toi, c'est ce que vous faites ici dans ce musée. Est-ce que tu peux nous dire comment, toi, tu as transmis déjà ça à tes enfants ? Comment ça se passe au quotidien chez toi, chez les Noben, et comment tu transmets cette culture, ce patrimoine industriel ? C'est comme toutes les passions, ou les collections, etc. C'est fort prenant. Peut-être même des fois un peu de trop. Donc madame n'est pas toujours très contente d'être d'accord. Bon, il faut voir qu'on a quand même bien grossi ici. Il y a quasi 80 projets qui tournent autour du musée. Et c'est réunions, discussions, et c'est pas toujours facile de pouvoir gérer les deux en même temps. Et
Mais on y arrive, tout le monde est conciliant. Et puis au départ, les filles n'étaient pas trop... ma femme, pas du tout, mais elle est quand même secrétaire pour le musée, donc ça fonctionne quand même. Mais voilà. Et là, tu parlais de 80 projets que le musée a en cours. Est-ce que tu peux nous parler d'un seul projet qui serait entrepris par les jeunes et qui va peut-être être bientôt mis en place ou, Effectivement, là, ils ont fait un audio guide avec Fabrice et Sean. Donc, en gros, c'est des QR codes qu'on pourra scanner dans le musée. Et il y a des petits textes qui arrivent et qui font l'explication du musée et qui en gros remplace un petit peu le groupe quand il n'est pas là, parce qu'ils ne sont pas tous les jours là et tous en même temps là. Donc des projets, ça reste des petits projets sur la scénographie, on a des panneaux avec l'ADF, on travaille avec la DNF, donc la division, je ne sais plus comment ce que vous dites au Luxembourg, mais en gros c'est les gardes forestiers, quoi. Et vraiment, on ne saurait dire tellement qu'il y en a. Alors, le minerai extrait des mines de Musson a servi à la construction d'un monument français. Lequel ? Tu dois savoir, toi, Rudolf. Moi, j'ai pas la moindre idée. Moi non plus. Le plus beau monument français. Ah. Celui Le plus haut aussi. Le plus haut aussi. Ok, la Tour Eiffel. Oui, effectivement. C'est les rivets de la Tour Eiffel et qui ont été faits avec le minerai de fer d'Alanzy, mais par contre qui a été usiné à Gorcy. Donc il faut savoir qu'à Musson, Alanzy, Musson, hein, c'est le même. À Musson, on avait des mines où alors il y avait une petite particularité, c'est que les mineurs pouvaient aussi bien travailler du côté belge que du côté français. Et ils adoraient aller travailler en France. Pour quelle raison ? Parce qu'ils avaient beaucoup plus de droits en France. Et par contre, les patrons belges étaient obligés de les payer comme mineurs français quand ils allaient travailler de l'autre côté de la frontière. Et bien souvent, on exploitait du minerai sur Musson, et côté Gorcy, et on envoyait le minerai vers Gorcy, où là, ils ont fait effectivement les rivets de la Tour Eiffel. Ok, et c'est cette partie qui sera utilisée pour les médailles lors des Jeux Olympiques, tu le sais peut-être aussi, parce que j'ai entendu qu'il y aura des petites parties de la Tour Eiffel qui seront introduites dans les médailles. Ça sera super, ça. Donc on aura un petit peu de Musson aux Jeux Olympiques, ça peut être une bonne idée. Rudolf, tu as aussi un autre métier en dehors d'être manager de ce musée. Tu es cuisinier. Question. Est-ce que tu as toujours apprécié le monde de la cuisine ? J'ai toujours apprécié, j'ai toujours aimé la cuisine, ça c'est une chose. Maintenant, la gestion des cuisines devient de plus en plus compliquée pour l'instant. Le Covid a fait que c'est compliqué, mais on a énormément besoin de cuisiniers, que ce soit à Luxembourg, en Belgique, etc. Et c'est très très compliqué de motiver un jeune à dire tu vas aller travailler le week-end, tu vas travailler en non coupé, etc., etc. Mais je crois que si tu tiens en tant que cuisinier, c'est que tu es passionné aussi de ce métier. La cuisine, le bidou, c'est... Oui, après, mes parents, comme je disais, tenaient une maison frontière, et à un moment ou à un autre, les frontières se sont ouvertes, les prix se sont démocratisés un peu à gauche, à droite, donc il a fallu retraduire le bâtiment en autre chose. Ils ont créé un hôtel-restaurant, un hôtel pension de famille, on va dire. Et maman était une bonne cuisinière, même si elle n'avait jamais fait les études, et elle faisait pension de famille, donc on a toujours été habitués à travailler dans les banquets. Le week-end, c'était les mariages, on avait une grande salle, on appelait ça le chalet à Alanzy, et il y avait une grande salle, et depuis que je me souvienne, tous les week-ends c'était la fête à la maison, parce qu'il y avait un mariage, une communion, un baptême, et j'ai toujours eu le nez dedans, donc effectivement la restauration, ça a toujours été mon dada. Depuis tout petit, j'ai toujours su que je ferais cuisinier, quoi. Ah, cool. Et comment fais-tu pour gérer les devis? D'un côté le président du musée et l'autre côté le cuisinier, comment on gère ça? On court, on galope, on dort pas beaucoup, on réfléchit beaucoup, on essaye de ménager la chèvre et le chou. Par les temps qui courent, c'est pas toujours évident parce que les gens ont changé leurs habitudes. On entend souvent dire il n'y a plus de bénévolat. Moi, je peux pas le dire parce que c'est pas vrai. J'ai vraiment des équipes qui m'entourent et heureusement que j'ai les équipes qui mettent aussi bien les ados. Il y a vraiment personne d'indispensable dans l'équipe.
Puis si je loupe quelque chose, je me pardonne parce que on peut pas être au four et au moulin et c'est pas toujours évident, mais c'est pour ça qu'il nous a quand même fallu 10 ans pour ouvrir. Les gens ne se rendent pas compte que il a fallu que les bénévoles travaillent pendant 1 an pour avoir une assurance, qu'il a fallu travailler pendant 2 ans pour les différentes conventions, etc., etc. Et tout ce qui est après il y a une équipe, il y a une femme formidable qui suit, qui n'a pas le choix, je crois, mais qui est là parce qu'en réalité moi je suis dysorthographe, donc je suis dyslexique à fond de cale, donc c'est terrible pour moi. Donc tout seul je sais rien faire. Moi j'exagère, mais je veux dire, donc après un moment à un autre, c'est pouvoir développer d'autres choses pour pouvoir s'en sortir, parce que c'est la meilleure façon de faire. Et puis tout seul on fait rien, mais à plusieurs on va 2 fois plus vite. Et voilà, je pense que c'est une philosophie. Mais je veux dire, d'abord, c'est essayer que tout le monde soit bien, qu'ils viennent chercher ce qu'il est venu chercher. On voit les jeunes qui viennent. Alors, tout départ, on ne comprend pas très bien pourquoi les jeunes y viennent. Mais je peux vous dire que maintenant, qu'ils sont à l'école et qu'ils doivent présenter des devoirs ou qu'ils doivent aller, ils font des mini-entreprises, etc. Nos jeunes du musée, quand ils doivent aller sur scène et discuter, ils savent discuter. Ils ont une facilité de parole c'est l'apprentissage de la vie. Ça, je trouve que c'est très important. Maintenant, on a la fille de Fabrice qui fait les guides, etc. Et elle fait des choses, c'est vraiment magnifique. Elle se perfectionne dans la discussion avec les gens et dans l'ouverture. Comme on l'a déjà entendu, le 4MH est un véritable projet de famille. Ton papa a mis en place l'ASBL, toi tu es maintenant le président, ta fille elle fait des visites guidées, ta femme elle est la secrétaire. Comment se passe une journée de travail ensemble ? Est-ce que chaque jour est de même ou voilà ? On essaye de pas travailler ensemble justement, parce qu'un remplace l'autre. Mais après, c'est un grand mot que je dis ça, mais en réalité, on n'a pas trop de communication dans le musée. Et arrivé à la maison, on parle pas trop du musée. Okay. Bien souvent, même dans les autres ASBL, qu'on était tous les deux, etc., on nous disait, mais vous communiquez, mais non, on ne parle pas de ça. Je veux dire, là, le musée, quand on est au musée, c'est le musée, puis quand on est à la maison, c'est la maison. Déconnecté. Je veux dire. Oui. Tu es obligé de déconnecter. Quand je suis au travail à Luxembourg, une fois que j'ai fermé la porte de la cuisine, c'est fini. Je suis sur un autre monde. J'arrive sur le monde du musée. Et je veux dire, j'ai déjà 1 heure ou 2. J'ai déjà 1 heure de discussion avec tous ceux qui m'ont laissé un message pendant la journée parce qu'ils pensent que je ne fais que ça. Et c'est vraiment ça. Et je veux dire, et après, j'arrive ici, on accueille les bénévoles, où les bénévoles sont déjà au travail. Et puis, on fait un point avec ce qui est fait, ce qu'il y a à faire, etc., etc. Et puis après, il y a l'ouverture du musée. Il y a toujours minimum une réunion dans la semaine, mais des fois, j'en ai 3-4 sur la journée, quoi. Tu veux dire que chaque jour, tu viens ici au musée ? Pas le dimanche. Mais j'ai pas le droit le dimanche de rester à la maison avec les enfants. Mais ça arrive même que le dimanche on vient. Oui, parce que maintenant, comme on ouvre le dimanche, mais à l'époque, quand on n'était pas ouvert, je ne venais jamais le dimanche. Mais un aubaine peut toujours cacher un autre ici au musée. Oui, j'ai ma sœur et mon frère qui font partie du musée. Bon, mon frère est un peu plus loin aussi, mais lui, il gère plus les conventions, etc. Donc, on est tous un petit peu... Mais je veux dire, je n'aime pas qu'on dise Noben parce que c'est pas le musée minier de Noben, c'est le musée minier de Musson et Alanzy. Et je veux dire, la chose la plus importante, c'est de ne pas mettre un nom, je trouve. Et j'aime pas du tout qu'on parle. J'avais clairement dit que je voulais pas parler de moi. Et ok. En réalité, c'est le musée de tout le monde. Hein. C'est l'histoire de tout le monde. Et si on veut qu'il y ait une pérennité dans le projet, il faut dire c'est le patrimoine d'une région. Et quand tu as compris ça, à un moment ou à un autre, tu te dis qu'on peut avancer. Et je veux dire, c'est pour ça que je pense qu'il y en a de plus en plus qui adhèrent au projet, aussi bien des privés, parce qu'on a énormément, je rappelle, on a quand même énormément, je ne peux pas les citer tellement qu'il y en a, mais si tu regardes les pavés dehors, c'est une grosse société qui nous a donné les pavés. Si tu regardes les vitres, il ne faut pas croire que c'est que les bénévoles qui travaillent, c'est un ensemble de personnes qui travaillent autour de certains projets. Donc vous, en tant qu'ASBL, avez pu mobiliser de toute la région un peu? Vraiment de toute la région, ouais, de toute la province, aussi bien luxembourgeois que français. On a vraiment des aides un peu partout, même des gens qui n'ont aucun intérêt. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est marrant. Il n'y a pas que les intérêts, il n'y a pas que de l'argent. C'est toujours compliqué pour moi de faire un prix quand on me demande un prix pour une visite, etc., etc.
Alors je dois partager, parce qu'il y a quand même énormément de frais autour de ce bâtiment, parce que c'est quand même énormément. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'argent à dépenser pour entretenir et pour pouvoir gérer ce bâtiment. Et donc il nous faut de l'argent pour faire vivre, mais c'est toujours compliqué de parler d'argent, parce qu'on n'a pas été habitué avec les anciens mineurs de parler d'argent. Quand on voulait un wagonnet, quand on voulait une pièce, tiens gamin, prends-le, quoi, je veux dire. Revenons un peu sur le lieu et juste derrière le musée. Pour la petite histoire, moi je viens de l'unique réserve de biosphère reconnue par l'UNESCO au Luxembourg, donc toute la région du Minat luxembourgeois est devenue réserve de biosphère en 2020. Et juste ici, derrière le musée, se trouve voilà le Crassier, la réserve naturelle du Crassier, surface 24 hectares à peu près, entièrement protégée. Elle abrite 2 espèces qui sont également présentes chez nous dans la réserve de biosphère, l'alouette Lulu, le petit oiseau nicheur au sol qui, je ne sais pas si le vôtre il est déjà de retour d'Italie ou tu l'as déjà croisé. Je suis totalement perdu là-dedans. Alors je sais qu'il y a 3 orchidées. Il y a l'orchidée pyramidale, militaire et la grande hystère. Je sais qu'il y a un petit papillon bleu. Le grand cuivré des marais. Le petit papillon. Oui, il est petit, mais il est appelé le grand. Alors, on a plein de personnes, il y a plein de personnes qui viennent le voir, etc. Moi, je n'ai jamais vu. Alors, j'ai vu des papillons bleus, mais je ne suis pas sûr que ce soit ceux-là. Et effectivement, j'ai un ami Tico qui est vraiment là-dedans. Et fin mai, je crois, fin mai, début juin, le week-end là, on va faire une balade et il va essayer de nous montrer les choses parce que c'est en pleine période où il y a possibilité de le voir. Et de voir les orchidées aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais alors, il faut savoir que la réserve naturelle est truffée d'orchidées. Il y en a, effectivement, il faut les connaître, il faut les voir, il faut savoir où qu'elles sont. Mais en réalité, tout le bois et toute l'ancienne usine, il y en a partout des orchidées. Il n'y a pas qu'à cet endroit-là, quoi, je veux dire. Mais là, elles sont un peu plus protégées, on va dire que c'est grillagé et c'est entretenu puisque le climat dans la réserve est totalement différent que dans les champs, etc., etc. Il faut vraiment que je développe mes connaissances là-dessus. On peut parler de mines, pas de problème. La nature, ok, noisetiers, bouleaux, tous les arbres, etc. On essaye de développer. Les fougères à langue de cerf, etc. Il y en a dans les bois. Il y a vraiment plein de choses. Mais je suis pas à 100%. Je suis pas encore bon là-dedans. Donc il n'y a aussi pas trop d'activités connectées au musée qui lient la biodiversité au patrimoine industriel. Si on le fait, mais indirectement, donc on l'inclut dans nos balades. Donc c'est-à-dire qu'on va faire une visite des anciens carreaux de la mine, etc. Donc il faut savoir que la commune de Musson a investi énormément de travail et de temps pour déblayer les entrées, etc. On a posé du cortène pour que ça fasse joli. On est en train de dégager les anciens bâtiments, etc., etc. Donc on y travaille. Allez, chaque année, la commune essaye d'investir un petit peu de temps pour pouvoir le faire. Mais quand tu vas te balader, on va dire, on inclut aussi bien, on s'arrête en plein milieu du bois et puis on dit, qu'est-ce qui peut voir un chêne, un hêtre, mais on la base, quoi, je veux dire. Mm-hmm. Maintenant, c'est sûr que je connais plus peut-être les champignons, le cèpe, cuisinier, champignons, cèpe, mori, trompette de la mort, girole. Ça, ok, on peut aller faire un tour, je vous montrerai. Maintenant, ça se mange, ça c'est plus facile. Maintenant, il y a les asperges sauvages ici dans les bois qui sont très, très intéressants à aller voir. Donc, on fait des balades où on sait dire que ça, on l'a déjà fait à l'époque où le musée n'était pas encore ouvert parce que malgré tout, il fallait quand même un petit peu entretenir et gagner des sous pour pouvoir continuer les projets qu'on était en route. Donc, on a fait plein de balades à thèmes différents. On va en refaire quelques-unes cette année. Mais à propos des balades, il y aura même une que vous allez faire ensemble avec le CNCI. Ouais. Tout à fait. Le CNCI, cette année, va proposer un tout nouveau rendez-vous. On les appelle les explorations. Donc, on invite en fait les gens à venir avec nous en bus, découvrir un lieu qui est lié à notre héritage industriel. Et le premier lieu qu'on souhaitait venir découvrir et faire découvrir, c'est le musée. C'est ton musée, c'est le musée 4MH. Et donc, le 8 juin, tu vas nous accueillir
accueillir. Tu vas nous faire découvrir le musée. Tu vas aussi nous emmener jusqu'au carreau de la mine. Donc, à travers la réserve naturelle. Effectivement. Exactement. Et donc, on invite tous les gens qui sont intéressés à se joindre à nous. Il y aura un bus qui va partir de Belleval le samedi 8 juin vers 9h30 pour revenir à 17h à Belleval. Et donc, pour passer la journée ici au musée 4MH. Et le lien pour s'inscrire, on le met dans les show notes du podcast. Voilà. Exactement. Wacky question. Le musée 4MH réunit une très grande collection d'objets. Si tu devais être l'un de ces objets, lequel serais-tu et pourquoi ? Ça, on l'a jamais fait, celle-là. J'ai aucune idée. Non, je suis pas un objet. Non, c'est oui, ok, je pourrais, mais j'ai aucune idée. Ou lequel est ton objet préféré ? Ça y est, j'ai trouvé. Ça y est, il m'a fallu le temps. Il m'a fallu 3 secondes parce que je suis surpris quand même comme question. Une lampe. Ok. Une lampe de mine, tout simplement. Celle qui éclaire et qui guide dans la nuit. Parfait. Parfait, ça te définit parfaitement bien. Mhm. Et puis maintenant, c'est à toi. It's quiz time. À moi de vous poser des questions. Ah oui, c'est juste, j'avais 2 questions à préparer. Alors ça a été difficile à réfléchir. Oui, j'en avais 2. Oui. Vous avez suivi la visite ? Vous avez suivi les jetons de présence ? Oui. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'un jeton de présence ? Alors, il faut... Est-ce que tu as 3 propositions non, de j'ai réponse ? pas 3 propositions, Non, je devais les dire. Si les jetons de présence, il y a les jetons de présence. Les jetons de présence, c'était vraiment l'objet du mineur qui pouvait le sauver. Pour quelle raison ? Parce qu'en réalité, le mineur devait déposer ou prendre son jeton. Prendre en son jeton, pas Et pour déposer. et Parce pourquoi que pas le déposer ? quand la mine, elle s'effondre, il a le jeton avec soi, et donc on pouvait retracer quel mineur était effondré dans Oui, Et si jamais il était gravement blessé Voilà. ou... Ouais, bien voilà. joué. Bien on souvent, pouvait les l'identifier grâce à ce jeton. Mais c'est une réalité de la mine qu'il ne faut pas oublier parce qu'on arrive, on se promène, c'est rigolo, c'est tout calme, etc. Quand vous arrivez dans l'atelier de 1900 et qu'on le met en route, je ne sais pas si elle vous l'a mis en Oui, route, oui. sur la Si. vous baladez, qu'on tape encore sur l'enclume parce que c'est une forge et l'enclume. On est vraiment ici dans un endroit qui est au calme, un petit oiseau, il fait beau, magnifique. Mais effectivement, il ne faut pas oublier que la mine, c'est la réalité de la mort. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc le jeton, c'est vraiment la preuve. Donc si le bonhomme se fait écrabouiller dans la mine, la seule façon de le retrouver, c'est de le reconnaître pour savoir qui c'est. C'est son jeton qui est dans la poche. Ça veut vraiment dire dans quel état il est. Je veux dire, le boucan de la mine, etc. C'était vraiment pour aussi retracer ce côté-là qu'on a fait ces 2 choses, quoi. Et ils avaient des autres jetons qui mettaient sur les wagonnets. Oui, jetons de paye. Pour être payés. Oui, ça, c'est les jetons de paye. Ça, effectivement, c'est la grande différence. Alors, petite histoire. Il faut savoir qu'à un moment ou à un autre, ici, on est au Luxembourg, en France, on est dans un endroit où il y avait des agriculteurs. Pour moi, ce qui a développé nos pays, aussi bien luxembourgeois, français que belges, c'est soit l'ouïe du côté du charbon, ou soit le minerai de fer. Pour quelle raison ça a développé ? On a sorti tout doucement ces agriculteurs du champ et on les a, puisqu'on trouvait le fer fort dans les champs au départ, et c'est les agriculteurs qui étaient les premiers vendeurs de minerais. Et puis tout compte fait, quand il n'y en a plus eu, on a commencé à les employer, on a industrialisé le pays, et ce qui a fait un peu notre richesse et qui était quand même dans les plus beaux pays du monde. Je veux dire, les premiers pays qui étaient développés, quoi. Et c'est grâce aux mines et aux industries que ça s'est passé, quoi. Et ta deuxième question ? Ma deuxième question, qu'est-ce qu'on allait chercher dans la mine, à part du minerai ? Un Musson. De l'alcool ? Oula, mais elle vous a tout raconté. Aïe, aïe, aïe. Bien joué. Effectivement, s'il y avait des maisons frontières côté belge, il y avait des maisons frontières côté français. Et comment est-ce que je veux dire, à Gorcy, je ne me rappelle plus de son nom, mais elle porte un nom bien précis chez madame, je ne sais plus comment. Effectivement, le mineur rentrait, comme je vous ai dit, vers Musson, il ressortait du côté Gorcy et il allait dans ces maisons frontières chercher de l'alcool. Sauf que c'était l'époque des douaniers,
qui courait tout le bois. Et effectivement, le grand problème qu'il y avait, c'est que s'il se faisait choper, on prenait la bouteille et puis on la retournait. Et il payait l'amende en plus. Donc c'était pas trop marrant. Alors les superfuges, c'était le premier superfuge, c'est qu'on vidait effectivement sa gourde et on la remplaçait par un petit peu de Mirabelle. Mais il se passait la même chose côté français. Parce que si tu avais le droit à 10 bâtons de chocolat, tu pouvais en avoir un 11e. C'est pour ça que dans le magasin de chocolat de mes parents, c'était 10 plus 1 gratuit. Donc pour inciter les gens à prendre les 11 qu'ils avaient le droit de passer à la frontière. Donc là, le garde forestier, le douanier ne leur disait rien. Mais s'ils en prenaient 22, là par contre, tout était saisi. Et alors pour éviter tout ça, on passait par la mine. Et bien souvent, il y avait des échanges qui se faisaient. Donc juste pour visualiser un peu, la mine de Mussan avait une entrée ici du côté belge et une entrée du côté français. Oui, effectivement. Alors tout un temps, du côté d'Alanzy, la frontière était bien dessinée. Donc on va dire qu'à chaque fois qu'on arrivait à la frontière, on dressait des rails, une à côté de l'autre, pour fermer les frontières. Donc on ne pouvait pas passer d'une frontière à l'autre. Et il y avait 10 mètres, et puis on mettait des rails. Parce qu'en réalité, les Belges des voies allaient exploiter en France, puisqu'il n'y avait pas réellement au départ de mine côté français. Longwy ne donnait pas ce côté-là. Par après, ça a donné. Donc quand ça a donné, quand les deux mines se sont, il y avait un garde qui venait et on fermait complètement les deux entrées. C'était des rails une à côté de l'autre, c'était un grillage. Qu'est-ce qu'on faisait? On balançait une pierre avec une ficelle. Et puis alors on faisait des échanges. Tu m'amènes de la goutte, je t'amène du chocolat. On ramenait des barésies. Ça coûtait en Belgique, c'était beaucoup moins cher qu'en France. Il y avait le tabac de la semoie en Belgique. Et il y avait plein de choses qui étaient moins chères en Belgique. Et cacher ça dans les wagonnets. Effectivement, oui, bien entendu. Voilà, bien expliqué. Effectivement, c'est simple. Bien souvent, on voit des numéros sur chaque wagonnet. Ça correspondait au numéro plus au jeton qui était dessus. Et bien souvent, quand le numéro était entouré, c'est qu'il ne fallait pas tout vider. Parce qu'on cassait la bouteille. Et même, on a la maison un petit peu du Calix ici, un peu plus loin, la maison là, qui est très vieille. C'est une vieille maison qui a été bien refaite, etc. etc. Et si la tabatière, donc le VA6DA, 610 en France, si la tabatière était ouverte, c'est que les gardes étaient en haut. C'est que les douaniers étaient en haut. Si la tabatière était fermée, c'est qu'ils n'étaient pas là. Donc ils avaient plein des... Effectivement, il y avait plein de codes. Plein de codes et plein d'astuces. On arrive presque à la fin de cet épisode. Peut-être qu'on rappelle encore une fois que vous allez ouvrir le 4MH bientôt. On est à la fin mars déjà. Et donc, c'est pas ce week-end de Pâques, mais c'est le week-end prochain. Le 5, 6, 7, le 5, normalement inauguration d'une exposition, mais comme on est toujours à l'arrache, j'espère qu'elle sera faite. Il y a toute une série de maquettes qui viennent de revenir, etc. Et on va essayer de faire de mettre des photos de l'ancienne usine qu'on n'a jamais sortie, etc., etc. L'ouverture du musée, il y aura un repas le samedi soir et le dimanche midi ici au musée. Et normalement, il devrait avoir de belles petites activités où je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai pas de certitude. Donc il faudra tout simplement venir voir. Voilà, exactement. C'est plus simple des choses. Et par la suite, vous serez ouvert tous les dimanches ? Tous les dimanches, de 11h à 18h, 17h dernière visite. Et après, on n'est pas à cheval sur une demi-heure, mais c'est vrai que bien souvent, ça se termine à 8-9h, mais on essaye quand même de... Quand c'est des bénévoles qui tiennent, etc., quand c'est des jeunes qui sont en école le lendemain, soit on vient les reprendre, ou on dit aux gens de partir, mais en général, ça se passe toujours bien, et puis il y a une ambiance, alors bien souvent on boit un coup avec eux, quoi. On mettra le lien vers le site web du musée dans nos show notes, qui se trouveront comme toujours sur minette-biosphère.com. On mettra tous les liens de tous les sujets dont on vient de discuter maintenant. #MinetMashup si vous voulez nous suivre dans les réseaux sociaux. An unser nächster Rendezvous, den dann mal einkehr aus Lützeburg könnt, an op Lützeburg wird sein, als der letzte Freitag am April, also der 26. April, an wird ausgeseit, also wir bleiben da am Mina, da wird ausgeseit, könnt ihr Regen oder Sonne schenken? Good question. Rudolf, merci beaucoup pour le temps que tu as pris pour nous accueillir dans ton super musée et on peut que conseiller la visite du musée 4MH à Mussan. Oui.
Un grand merci à vous aussi d'être venus, de nous avoir interviewés. Si vous voulez nous suivre, on a quand même le Facebook du musée. Il suffit de faire Musée minier et métallurgique d'Alanzy-Musson ou 4mh.be pour le site internet. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Salut.